Bonjour. Alors, mes petits amis, suite à nos deux vidéos longues sur les calendriers, j'apporte quelques petites précisions et une petite synthèse. Pour les curieux, ça va faire une vidéo qui est un peu moins fondamentale que les précédentes, mais qui me paraît être importante sur le point de la précision. Alors, comment est-ce qu'on partage ça? Non, ça c'est pas ça. Non plus. Diaporama, voilà. Très bien. Donc voilà, je commence par l'histoire canon des calendriers pour faire la synthèse. Donc c'est comme ça qu'on présente l'histoire des calendriers dans les manuels d'histoire. Euh, les anciens Grecs avaient un calendrier qui avait été proposé par Thalès. Alors c'est le nom qui est proposé. Parfois c'est d'autres personnes de son école qui sont mentionnées. Enfin, tout ça est très ancien. À la même époque, signalé par Hérodote, le calendrier égyptien de 360 plus 5 jours épagomènes. Beaucoup plus tard, je vous passe sur les calendriers romains, le calendrier fondamental de Jules César, le calendrier julien en 44 avant Jésus-Christ, qui introduit l'équinoxe qui aurait été l'équinoxe vrai le 25 mars. Alors, ce calendrier julien, il nous fait une année de 365,25 jours qui est trop longue, car l'équinoxe, dans ce cas de figure, avance d'un jour tous les 136 ans. C'est qu'on va se retrouver progressivement du 24 au 23, etc. Ce qui fait que en l'an 325, au concile de Nicée, l'équinoxe vrai se retrouvait à la date du 21 mars, ce qui était problématique. Donc on a recalé le calendrier de telle manière que le 21 mars corresponde à l'équinoxe vrai, mais pour autant, l'année julienne, elle n'a pas été corrigée, c'est-à-dire que ses défauts étaient maintenus. Et on continuait à avoir donc un décalage d'un jour complémentaire tous les 136 ans, sans modification pour autant, ni correction du calendrier au fil des années, de type bissextile, par exemple, comme on fait aujourd'hui avec le calendrier julien. Au XIIIe siècle, les premières tentatives de corriger le calendrier julien ont été proposées par Roger Bacon ou Sacro Bosco, les John Hollywood, un anglais. Au XIVe siècle, on avait un de leurs compatriotes, Robert de Lincoln, qui disait à Nicée, l'équinoxe survenait le 21 mars, et on conserva cette date par la suite. Eh bien, de la manière dont c'est présenté, en fait, c'est vrai, sauf qu'on n'est pas du tout sur les dates supposées. Et on se retrouve donc en France, en 1339, donc le même siècle, des, euh, des astronomes ou des spécialistes du calendrier qui s'appellent Jean Desmures et Firmin de Belleval, qui proposent également des calendriers où l'équinoxe légal est toujours fixé le 21 mars. Alors on avait eu dans cet entre-temps des cycles pascals qui avaient été proposés par des évêques ou des membres éminents de la communauté chrétienne. Donc l'évêque Hippolyte, en 222, avait proposé un cycle de 16 ans et était le premier à proposer un cycle pascal. C'est Isidore de Séville qui nous le dit. Denis d'Alexandrie, en 260, propose également un cycle de 8 ans. Anatole, en 280, propose un autre calendrier où Pâques est fixé le 25 mars à la mort de Jésus. Voilà là. C'est lui qui introduit l'ère de Dioclétien, notamment, qui commence à régner 4 années plus tard. Et puis, on s'avise de rajouter donc la résurrection dans le cycle pascal, ce qui fait que toujours au IIIe siècle, on a Théophile d'Alexandrie donc, qui considère que la résurrection doit être fixée le 25 mars et non plus la mort de Jésus. 2 siècles plus tard, on a les éminents Jérôme et Augustin, et encore au VIe siècle, Denis le Petit, qui propose une résurrection le 27 mars. Et toujours au VIe siècle, ce même Denis va proposer un cycle de 532 ans qui va être utilisé pour le calcul de l'anno Domini, donc l'ère de la chrétienté. Il y a tout de même un petit souci, c'est qu'on nous dit que ce serait seulement des cycles pascals et que cela ne met pas en cause, ne remet pas en cause la nature du calendrier julien, qui est évidemment le même depuis Jules César en 44 avant Jésus-Christ.
qui ne sera modifié qu'en 1582 lors de l'introduction du calendrier grégorien. Eh bien, c'est faux. Évidemment, tout ce qu'on nous propose là, ce sont bien des calendriers, et le fait donc de proposer des cycles modifie de façon tout à fait manifeste la succession des jours, et donc on ne peut pas considérer que le calendrier n'a pas évolué. Alors, par la suite, alors, pour plus de précision, on a en 1252 l'apparition des tables alphonsines, mais qui ne sont publiées qu'en 1483. Je reviens donc sur ce calendrier de Jean Desmures et Firmin de Belleval, où l'équinoxe légal est fixé le 21 mars. Mais en 1411, on a Pierre d'Ailly qui propose un calendrier où l'équinoxe est cette fois-ci à sa date véritable, le 11 mars. Eh bien, la chose va continuer puisque, au concile de Bâle, on fait un projet de calendrier où l'équinoxe va être fixé le 12 mars. En fait, c'est toujours le 11, mais comme on enlève un jour bissextile à partir de l'année suivante, on peut considérer que c'est la même chose. Et 2 ans plus tard, un autre projet où cette fois-ci, l'équinoxe est proposé pour la date du 21 mars. On peut se poser la question, entre 1339 et 1411, est-ce qu'on n'avait pas oublié les règles de Nicée qu'on aurait tout à coup redécouvertes en 1437? Par la suite, en 1493, on nous apprend que le début de l'année est fixé le 1er septembre en Russie. En 1582, voici l'apparition du véritable calendrier grégorien, 365,24-22 jours. C'est extrêmement précis grâce à la suppression et au maintien tous les 400 ans des jours bissextiles. Eh bien, voici l'histoire corrigée avec les vraies dates. Le cycle attique de Thalès, 8 ans lunisolaire, ce serait plutôt vers 1570. On peut l'assimiler à un certain Michael Psellus, le psi en fait aurait été transformé en θ. Le calendrier de Jules César, à peu près vers la même eau, puisqu'il meurt 2 ans après. Alors, ce qui nous est dit dans les textes du Concile de Bâle, c'est que Jules César introduit le cycle de 19 ans. Pour Jules César, la nouvelle lune, c'est au premier quartier, le premier de l'an, c'est le 1er mars, et la Pâque, c'est la Pâque juive, et c'est fêté le 15 mars. César est mort 2 ans après, et donc César étant donc la figure de Jésus-Christ, transformée en Jésus-Christ dans les évangiles, eh bien, les apôtres, en fait, selon Isidore de Séville, fêtaient la Pâque chrétienne le même jour que les Juifs, donc la Pâque Quarto-Décimène, c'était la Pâque juive. Par la suite, on va changer, on va transformer de telle manière que la Pâque chrétienne soit différente de la Pâque juive. En 1575, Denis d'Alexandrie va proposer donc le fameux cycle de 8 ans des Égyptiens, c'est-à-dire qu'on est sur la correspondance du cycle de Vénus, 5 années vénusiennes et 8 années solaires, qui correspondent à des années de 365 jours pile. Donc c'est le calendrier égyptien qu'on a mentionné tout à l'heure, qui est attribué aux Ptolémées par Claude Ptolémée, qui est attribué aux Perses par Hérodote, mais ce sont certainement les mêmes. En 1576, donc on a Aloysius Lilius, que les anciens nous appellent sous le nom d'Anatole. C'est visiblement la même personne, puisque tous les deux introduisent l'ère de Dioclétien, tous les deux décalent le cycle de 19 ans de 10 jours. Désormais, Pâques, c'est plus le 15 mars, mais le 25 mars. Ça correspond à la mort de Jésus, pas encore à la résurrection. Le premier de l'an est fixé au 1er avril. La nouvelle lune n'est plus le premier quartier, mais c'est la lune noire des Celtes. En 1583, simplement, apparaissent les tables alphonsines qui vont servir pour les conciles qui suivent. Apparition des calendriers romains avec ajout de la résurrection. On a notamment Isidore de Séville qui dit que le premier donc, à créer un cycle pour le calcul de la date de Pâques, c'est un certain Hippolyte, qui correspond au pape Clément VIII. Je suppose que le cycle de 16 ans d'Hippolyte correspond au calendrier de Clavius, puisque on les voit présentés de manière différente selon les auteurs. On ne discute pas en France du calendrier d'Hippolyte, mais du calendrier de Clavius.
sortent à la même époque et ils se prétendent romains tous les deux. Alors donc, je vais parler d'un cycle de 16 ans. Je ne peux pas vous préciser exactement quel était son contenu, puisque je n'en ai vu que des résumés. Puisqu'il y a la résurrection, on suppose qu'à l'époque, les finales des évangiles avec la résurrection et les événements postérieurs, comme la prédication des disciples et l'ascension, ont été ajoutés par un certain Aristion, qui serait le successeur de Marc à l'église d'Alexandrie. Je ne peux pas vous expliquer exactement quelle était la date de Pâques dans ces calendriers. Il semble qu'à l'époque, on avait encore des désaccords, puisque Théophile d'Alexandrie proposait que Pâques soit fêté le 25 mars, donc la même date qu'Anatole, mais cette fois-ci correspondant à la résurrection. Cette proposition est appuyée par des personnalités du XIIIe siècle, comme Albert le Grand ou Roger Bacon, ce qui effectivement laisse se questionner sur les datations. Jérôme, Augustin, toujours d'éminents personnages, ainsi que Denis le Petit, non pas Denis d'Alexandrie, proposent alors la résurrection pour la date du 27 mars. On a Victorin et Régnier au XIIe siècle, donc bien après lui, qui proposait une passion à la date du 26 mars. Je ne sais pas pour ce qu'il est de la résurrection, ce n'est pas précisé dans l'ouvrage d'Olivier de Solan. Et on nous dit que l'antique astronome Hipparque avait proposé l'équinoxe à 0 degré du Bélier, qui correspond à notre 21 mars et donc à notre zodiaque contemporain. Ce que je suggère, comme le fait Fomenko, qui a probablement raison, c'est qu'Hipparque est tout simplement l'astronome Tycho Brahe danois, donc, qui meurt en 1601 et a donc fait cette proposition probablement à peu près à la même date où ces calendriers romains étaient proposés. Bède le Vénérable écrit une phrase tout à fait intéressante. Il dit qu'Anatole, Pierre et Isidore fêtaient Pâques le 25 mars. Alors, on ne sait pas dans la présentation de Bède s'il s'agissait de la Pâque, on va dire, sans la résurrection qu'on peut attribuer à Anatole. Et si c'est bien comme Anatole, on peut considérer que Pierre et Isidore donc fêtaient la mort de Jésus et non pas la résurrection. Pour ce qui est de Pierre, on pense tout de suite évidemment au célèbre Pierre, donc fondateur, premier évêque de Rome, principal apôtre de Jésus dans les évangiles. Moi, je vous propose qu'il peut s'agir de Pierre d'Ailly, qu'on a déjà mentionné dans les vidéos précédentes, qui donc nous proposait donc en 1611 dans son ouvrage sur le calendrier, un équinoxe vrai le 11 mars, une nouvelle lune à la lune noire, et tout ceci est assez proche finalement du calendrier qui avait été proposé par Anatole. Je suppose qu'il n'y a pas eu énormément d'évolution depuis. Toujours l'histoire corrigée. Donc l'apparition de la date du début de l'année au 1er septembre ne serait pas 1493 mais 1593, ne concernerait pas que la Russie mais l'intégralité du Saint-Empire avec la Russie. On n'aurait pas simplement le 1er septembre, mais également le 1er mars. Donc, le 1er septembre, c'est le calendrier, on va dire, civil, et le 1er mars, le calendrier religieux qu'on a depuis Jules César. C'est donc à cette époque qu'on aurait fondé le calendrier universel, qui est donc respecté à la fois à l'époque par les Grecs et par les Juifs. Les Juifs ont d'ailleurs toujours ce calendrier aujourd'hui. La proposition des Russes, donc c'est un 1er mars à 0 degré du Bélier, c'est-à-dire que c'est pas l'équinoxe du 21, mais le 1er mars qui est à 0 degré du Bélier. Proposition faite par un certain Eudoxe, qui pourrait être un Russe. On a beaucoup d'impératrices ou de princesses qui s'appellent Eudoxie en Russie. Et c'est l'apparition des cycles de Calype, donc qui propose 4 cycles de Méton pour plus de précision, avec un petit jour en plus ou en moins par-ci par-là. Donc ce sont des cycles de 76 ans. Donc les conciles locaux très importants de 1612-1613, concile de Césarée, concile de Rome. Donc le concile de Rome voit l'apparition de l'évêque Victor, que moi j'avais identifié donc à l'évêque d'Alexandrie, qui lui s'appelle Démétrius, et
que les deux me semblent correspondre au tsar Dimitri qui vit à cette époque et qui me paraît une personne très importante, totalement effacée de l'histoire russe. Alors, c'est à cette époque que les conciles adoptent le calendrier juif, qu'on attribue à un certain Gamaliel. Alors, Gamaliel, pour moi, c'est Michaïl, qu'on dit avoir commencé son règne de tsar de Russie en 1613. Moi, je pense qu'à l'époque, il était grand prêtre et que le véritable dirigeant civil était Dimitri. L'équinoxe est fixé alors le 21 mars. Donc on est dans le calendrier juif, mais non pas dans le compute religieux des Juifs, hein, puisque les Juifs ont toujours un équinoxe le 11 mars. Pâques est fixé le dimanche qui suit la pleine lune qui suit l'équinoxe. Et c'est encore le cas aujourd'hui, ça n'a pas changé. Le calendrier a changé, mais le principe est le même. 1620, le concile de Chalcédoine, comme on a vu, c'est un concile égyptien, puisqu'on nous dit que l'équinoxe à Chalcédoine était fixé au 25 du mois de Faminote, qui est bien sûr un mois égyptien. Concile de Nicée qu'on avait situé en 1625, c'est l'adoption générale en Asie et en Égypte du compute proposé en 1612. Alors on nous dit que les opposants à l'époque, c'était les quartodécimains, c'était les ariens. Alors les orthodoxes n'ont pas tout à fait la même histoire que nous. Il faudra que j'y revienne par la suite. 1627, donc le calendrier de Denis Pétot, dit Denis le Petit. Même principe qu'on trouve chez Anatole, à savoir que la Passion est fixée le 25 mars. Le premier de l'an est toujours le 1er avril, mais la résurrection désormais est fixée le dimanche, puisqu'il n'y a pas de résurrection chez Anatole, comme on a vu. Et surtout, c'est l'introduction du calendrier julien avec des mois de 30 et 31 jours. Denis le Petit, Denis Pétot, compose un grand cycle à base d'un cycle solaire de 28 jours et un cycle lunaire de 19 jours, qui lui fait un cycle de 532 ans, dans lequel la pleine lune de Pâques va tourner le même jour du mois et de la semaine, tous les 532 ans. Euh, il s'est arrangé pour que l'année 1 de son calendrier suive la mort du Christ, qui a lieu le 25 mars. Donc on est le 1er avril, toujours, bien entendu. L'index de l'année ne change pas, c'est-à-dire qu'on était déjà alors en 1627, mais je ne peux pas vous dire exactement pourquoi. Toutefois, désormais, l'année 1627 signifiera 1627 après Jésus-Christ. Alors c'est la mort et pas la naissance, après la mort et non la naissance de Jésus-Christ. Dans la tradition orthodoxe, eh bien, Jésus meurt à 31 ans, et c'est ce qu'on trouve effectivement dans ce calendrier, dans la tradition de Denis. Que nous dit Régnier de Paderborn, qui donc critique le calendrier de Denis. Denis a créé de nouvelles années, de nouveaux mois que la loi ne connaissait pas, et qui entraîne que la Pâque chrétienne pourrait être fêtée un mois après la pleine lune d'équinoxe, qui pour lui est problématique. Bède le Vénérable, lui, nous dit Denis s'est trompé sur la date de l'incarnation à cause de son cycle faux. Alors, Bède le Vénérable, lui, ne parle pas de la mort de Jésus, mais de l'incarnation de Jésus. Il faut savoir que l'incarnation, c'est la même chose que l'Annonciation, la fête de l'Annonciation chez nous, qui a la même date en fait que la mort de Jésus, puisque l'Annonciation se tient également le 25 mars, mais 31 ans plus tôt. Et ce que moi j'ai constaté, c'est que l'année 1627 correspond à 3 périodes de 532 ans, plus 31 ans. Donc moi, ce que je suggère, c'est que Denis le Petit, en fait, a calculé ces dates à partir de la date de publication de son livre. Les critiques de Bacon, de Sacrobosco et de Robert de Lincoln, s'ajoutant à celles de Bède et de Régnier de Paderborn, font qu'on constate qu'il y avait donc un fort antagonisme en Occident, qui entraîne qu'il n'aurait jamais été adopté ce calendrier julien en Occident. Ce n'est pas le cas en Orient. Donc, suite à cela, l'année 1 va suivre la naissance du Christ après la réforme grégorienne. Et comme la naissance du Christ est le 25 décembre, le début de l'année sera le 1er janvier au lieu du 1er avril.
La vie donc de Jésus va être allongée à 33 ans. Ceci donc entraîne la datation récentiste en quelque sorte de Germanicus, qui pour nous est aussi un modèle de Jésus-Christ dans les évangiles, qui lui meurt également à 33 ans en Judée suite à un complot politique mené sous le procurateur de Judée qui s'appelait Pilate. Euh, je pense que cette datation que moi je vous proposais est possiblement orientée par le cycle de Denis. C'est-à-dire qu'on on n'est jamais à l'abri en fait d'être poussé à des conclusions qui sont le fait en fait de fabrication antérieure à celle qu'on a déjà débusquée. Comme vous voyez, c'est un sujet assez compliqué pour faire un historique et une déconstruction complète. Donc, pour compléter, on nous parle beaucoup d'une datation qui serait la datation par l'indiction, qui aurait été utilisée en Occident comme en Orient. Donc, l'indiction, ce sont alors, c'est la même chose que le cycle de Denis le Petit, sauf qu'on ajoute un troisième cycle. C'est un cycle de 15 ans, qu'on appelle lui-même le cycle d'indiction. Et on va dire que la combinaison des trois crée ce qu'on appelle une grande indiction. Donc le cycle de 15 ans et donc la grande indiction est attribuée à Constantin au IVe siècle. Donc on retombe bien sur le concile de Nicée. Alors on nous dit qu'elle a été établie sous un certain empereur appelé Basile le Macédonien, empereur romain d'Orient, vers la fin du IXe siècle, qui est certainement le même que Constantin, puisque on sait que Constantin s'appelait Constantin Vassili, d'après les documents de la Bible d'Ostrog notamment. Et donc la combinaison des trois, c'est pas 532 ans maintenant, mais 7980 années différentes possibles. Évidemment, tout ça nécessite d'avoir avant l'indiction le calendrier julien, et donc ça vient après donc la création par Denis le Petit du calendrier julien. Je trouve personnellement que cette indiction est quand même bien complexe pour établir une datation. Ce qui fait qu'elle est souvent affichée avec une datation commune, comme donc l'Anno Domini de Denis, ou l'ère depuis la création du monde qu'on connaît en Orient. Mais ce qu'avait fait remarquer Kameyer, que remarque également Fomenko, c'est qu'il y a une incohérence constante sur tous les documents entre les deux dates, et que même les dates d'indiction sur deux documents successifs sont totalement incohérentes entre elles. Donc Camaillard qui travaille sur les documents donc de la papauté romaine et les documents relatifs au Saint-Empire germanique en conclut à des documents falsifiés. Fomenko, curieusement, constate bien que c'est effectivement des dates incohérentes, mais il cherche quand même, il considère quand même que ce sont des vrais documents, il date quand même avec. Donc c'est une espèce d'obstination chez Fomenko qu'il va falloir que je vous présente un autre jour parce que il a fait un travail assez insuffisant, je considère, sur ce sujet. Ça ne remet pas en cause on va dire la grande qualité des travaux de Fomenko dans l'absolu. Mais là, il m'a vraiment bien, bien compliqué le travail. Et je vous montrerai pourquoi. Donc, les ères depuis la création du monde. Alors, on en a une qui est en Occident, qui est proposée par James Ussher, qui est un presbytérien anglais, donc il la propose au XVIIe siècle. Donc, ce que moi je vous propose, c'est que les orientaux bien antérieurs donc à ce James Ussher sont évidemment à dater de la même époque. On pense à Théophile d'Antioche et son compère Julius Africanus un siècle plus tard, qui nous propose une création du monde 5530 ans avant Jésus-Christ. On a l'ère alexandrine proposée par Hippolyte de Rome. Alors, je ne sais pas pourquoi Hippolyte de Rome suit l'ère alexandrine, c'est comme ça. C'est 5493 avant Jésus-Christ, combiné avec création du monde à 25 mars. Elle est donc partagée par Panodore, Anonios d'Alexandrie, Maxime le Confesseur, Georges le Syncelle. Donc tout ça, c'est des données Wikipédia, hein. Je n'ai pas été voir dans leurs travaux respectifs. Donc la concurrente de l'ère alexandrine, c'est l'ère byzantine, introduite en 638. En grec, on dit ethos kosmou, mais bon, là aussi, on est sur
des étonnants delta temporels, puisqu'il n'est définitivement employé qu'à partir de 988. Vous voyez, c'est comme si 350 ans après, on décidait en 2023 d'adopter des propositions issues du règne de Louis XIV. Enfin, c'est un peu ça l'idée. Alors là, on n'est pas tout à fait la même chose que Théophile d'Antioche, c'est 5508, 5509 avant Jésus-Christ, selon qu'on part du 1er septembre ou du 1er mars. Je suppose qu'ici, euh, la création du monde correspond à un équinoxe fixé au 21 mars. Plus court, les Juifs proposent donc une création du monde 3760 ans avant Jésus-Christ. Évidemment, ils n'utilisent pas Jésus-Christ, mais donc c'est adapté par rapport à leur propre chronologie. Souvent, on dit que c'est la lecture de la Septante qui entraîne euh, la définition des aires d'Alexandrie et de l'ère d'Alexandrie et de l'ère byzantine, mais je trouve ça assez étonnant parce que la Septante, d'après dire tous les gens qui ont travaillé sur le document actuel, fixerait la création du monde 3100 avant Jésus-Christ, la Vulgate encore plus récent, 2700 avant Jésus-Christ. Donc je ne sais pas quels sont les documents sur lesquels Théophile d'Antioche ou le créateur de l'ère byzantine ont travaillé pour faire leurs propositions. Moi, ça ne me surprend pas. Je vous disais que la Septante était probablement assez tardive, on n'a pas encore des anciens testaments tout à fait finis à l'époque dans la création de ces premières arts chrétiennes. Alors en pratique, qu'est-ce qui est utilisé? Parce que on va dire l'ère alexandrine est relativement anecdotique, j'en ai pas trouvé beaucoup de traces. L'année juive, qui est toujours utilisée aujourd'hui, l'ère byzantine de 638, elle, est réellement utilisée. On nous dit qu'elle est abandonnée en 1700 par Pierre le Grand lors du passage au calendrier julien. Je vais certainement y revenir. Personnellement, j'y crois pas. Je pense que c'est lui qui l'introduit, puisqu'en fait, on ne trouve pas de mention de cette ère byzantine avant le XVIIIe siècle. Alors, pour revenir au concile de Bâle, j'avais fait une petite synthèse des travaux d'Olivier de Solan, qui nous disait donc qu'il fallait le but des computistes au concile était de corriger l'erreur solaire et l'erreur lunaire en même temps. Parce que l'erreur solaire était due au fait, alors mon interprétation, pardon, qui n'était pas celle d'Olivier de Solan, l'erreur solaire est due au fait que le 21 mars est une date biblique et pas du tout liée à une dérive dans le calendrier de la date de l'équinoxe. Et l'erreur lunaire, elle était due à la confusion entre le premier quartier des Grecs et la conjonction des Celtes. Donc, il nous donnait un delta de 4 jours pour la Lune et 10 jours pour le Soleil. Pour ce qui est de l'erreur solaire supposée, on avait le choix entre faire une correction, on va dire, brutale de toute l'erreur accumulée, qui correspondait donc à, au fait d'enlever 10 jours, c'est-à-dire qu'on aurait recalé l'équinoxe qui avait lieu le 11 mars au 21 mars. Et pour faire bonne mesure et avoir un calendrier plus précis, on aurait procédé à des corrections ponctuelles d'environ un jour tous les 136 ans, qui est le rythme de dérive de l'équinoxe dû à cette année de 365-25 jours, qui est trop longue. Pour ce qui est de l'erreur lunaire, donc on aurait pu brutalement enlever 4 jours, non pas pour corriger l'erreur accumulée, mais le delta entre la conjonction et la nouvelle lune, et se caler sur les Grecs. Et pour faire la correction ponctuelle, enlever un jour tous les 312 ans, parce que là aussi, le cycle de 19 ans lunisolaire est également trop long, puisqu'il est également basé sur une année de 365,25 jours. Alors Olivier de Solan, il nous dit oui, mais c'est compliqué de corriger les deux en une fois, donc il aurait fallu soit corriger l'erreur solaire en une fois et corriger l'erreur lunaire de manière ponctuelle, ou alors l'inverse. Alors, j'ai pas bien compris ce qu'il voulait dire par là. Je suis pas sûr qu'il est tout à fait qu'il se soit pas emmêlé les pinceaux. C'est beaucoup plus simple que ça. Si vous avez un calendrier lunisolaire, vous corrigez l'erreur lunaire.
Si vous avez un calendrier solaire, comme le calendrier julien, vous corrigez l'erreur solaire. Il n'y a pas de logique à faire le contraire. Simplement, on peut se poser la question, à balle, qu'est-ce qu'on utilise comme calendrier? Parce que, voilà, ça, en gros, ce qu'on a corrigé va déterminer le calendrier sur lequel on travaillait, qui n'était pas toujours très clair d'ailleurs dans son ouvrage, puisque évidemment, lui est persuadé qu'on utilise le calendrier julien depuis Jules César. Donc, projet de 1635, la correction solaire, l'équinoxe a été fixé au 12 mars. Ils n'avaient pas le décret de Nicée, ils ne savent pas que le 21 mars est une date impérative pour la date d'équinoxe. Et ils proposent de faire une soustraction d'un bissextile de février tous les 136 ans, ce qui permettra d'avoir une année solaire un petit peu plus courte que les 365-25. Ils en avaient donc déjà bien conscience à l'époque que cette année était trop longue. Mais le fait donc qu'on travaille donc essentiellement à la correction solaire montre bien qu'on travaille sur un calendrier solaire et non pas sur un calendrier lunisolaire. Et le cycle lunaire est simplement secondaire à ce calendrier solaire et on est donc sur les calendriers juliens. La correction lunaire, qui est proposée donc en 1635 à Bâle, c'est de reculer le nombre d'or, donc qui a été réintroduit en cycle secondaire de 3 unités. Et avec un déplacement de la nouvelle lune tous les 272 ans pendant 5 cycles. Enfin, tout ça n'a pas beaucoup d'importance, puisqu'évidemment, au bout de 272 ans, beaucoup d'eau aurait eu coulé sous les ponts. Et en 1637, la proposition, elle est très différente, puisqu'on a reçu les décrets des anciens conciles. L'équinoxe est bien fixé le 21 mars. On ne supprime non pas 10 jours, comme dans le calendrier grégorien, mais 7 jours du calendrier. Ce qui permet de maintenir les semaines pour la liturgie. Effectivement, c'est bien pratique. Et ainsi, l'équinoxe vrai sera fixé le 18 mars et non pas le 21. On a toujours quand même 3 jours de décalage par rapport à l'équinoxe. Mais ceci montre qu'on est ici plutôt sur le calendrier de Nicée, puisqu'on a besoin de garder la correspondance des semaines. Donc un calendrier lunisolaire. Et la correction lunaire, donc toujours un nombre d'or reculé de 3 unités. Avec soustraction d'un bissextile de février, je ne sais même pas ce que ça veut dire, tous les 300 ans. Euh, Soustraction qui est proposée euh, à partir de 140 ans plus tard, et même 200 ans de plus si on respecte les dates supposées du Concile de Bâle. Alors évidemment, il est un peu perdu, Lévi de Solans, qui dit c'est bizarre, on enlève un bissextile, mais tous les 300 ans, ça n'a pas de sens parce que ça correspond à la correction lunaire, donc ça suffit pas pour pour la correction solaire. Moi, ce que je dis, c'est qu'il s'agit probablement pas d'un bissextile, mais qu'on est toujours sur sur les cycles de la Lune, tout simplement. Je ne sais pas pourquoi on utilise ce mot de bissextile qui est tout à fait inapproprié ici. Calendrier grégorien, le vrai que je ne date pas encore. Là, on a une suppression de 10 jours, non pas 7. Et un jour bissextile sera supprimé tous les 133 ans en moyenne. Voilà, c'est un calcul moyen. Ce qui permettra définitivement de faire correspondre l'équinoxe et le 21 mars. En fait, il fluctuerait entre le 19 et le 21 mars, mais il n'y aurait plus vraiment de dérive puisqu'on resterait toujours sur ces dates. Et le nombre d'or serait donc remonté tous les 232 ans. Alors, je ne comprends pas. Il semblerait qu'apparemment, dans le calendrier grégorien, on avait toujours pris soin de déterminer un cycle lunaire à côté du cycle solaire principal. Alors ça, c'est Olivier de Solan qui le dit. Je ne sais pas. Je ne connais pas je ne connais pas assez bien le calendrier grégorien pour m'exprimer là-dessus. Alors, j'en reviens au calendrier grec, puisqu'on avait une imprécision. Je, je t'ai retrouvé un peu quoi devant ce flou qui faisait que on avait Bède le Vénérable qui nous disait que Cyril d'Alexandrie recommandait l'usage du cycle de Méton de 19 ans,
qui avait d'ailleurs été adopté à Nicée en 1625. Donc on pense que Cyril d'Alexandrie respecte les décisions adoptées au concile de Nicée. Et d'ailleurs, donc, les prêtres d'Alexandrie, Théophile et Cyril, proposent même un cycle métonique encore plus affiné, qui correspondait à 5 cycles de méton, et donc une durée totale de 95 ans, qui serait moins bon que le cycle de Calippe, où on a seulement 4 cycles de méton, dont on a parlé tout à l'heure. Mais voilà que Nicolas de Cuès, en 1637, et Gémiste Pléton, également présent au concile de Bâle, nous disent que les Grecs ont remplacé le cycle de méton par le calendrier égyptien. Donc Pléton, il n'était pas content. Lui, il voulait revenir au cycle de méton qu'il considérait meilleur. Alors, est-ce que l'introduction de ce calendrier égyptien ne vient pas d'une conquête ottomane qui aurait eu lieu à cette époque? C'est fort possible. Et donc, il aurait été utilisé pendant quelques années, jusqu'en 1650 environ. Ce qu'on constate, c'est que donc en Occident, au Concile de Bâle, le calendrier proposé par Denis, calendrier julien, n'est pas adopté, et on aura donc adopté le compute de Nicée des Orientaux en Occident, donc les calendriers dits juifs, et qu'on continue à utiliser fort tardivement en France. Et la Pachalia, donc de l'évêque de Thessalonique, Matthieu Vlasta, donc la Pachalia des Grecs, montre que les orthodoxes ont finalement, eux, adopté le calendrier de Denis en 1652, puisque la Pachalia est datée. Donc on est entre 1637 et 1652. Les Ottomans dirigeaient probablement l'Orient, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Empire romain d'Orient, et ils l'auraient perdu après ça. Alors, il y a parfois des petites inversions, parce qu'effectivement, sur les cartes, c'est plutôt le contraire qu'on constate. On y reviendra, c'est très intéressant. Alors, les jésuites. Alors, je vous avais montré donc les pseudo-calendriers historiques des Chinois, des Indiens. En Chine, on a surtout l'action des jésuites, et ceci impose le calendrier hébraïque, c'est très clair. Alors qu'en Inde, visiblement, on utilise plutôt le calendrier égyptien basé sur les données de la Septante, avec début de l'année au 1er avril. Donc on a plutôt ici apparemment une influence grecque ou russe, qui n'est pas tout à fait la même que celle des jésuites en Inde, c'est assez intéressant. Le canon catholique romain 1680, c'est non pas Anatole, alors je dis Anatole, oui, c'est ça. Euh, alors, hop, 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 non, c'est pas son prénom. Bah, je sais pas, ça me revient pas. C'est bon, c'est Athanase, voilà. Athanasius Kircher, donc, aurait créé le canon et non pas Saint Athanase au IVe siècle en 380. La Vulgate de Sixte Quint a décalé d'un siècle 1682 au XVIIIe siècle, l'apparition du calendrier grégorien, puisque Montucla en parle en 1795, donc forcément il devait déjà exister. Là, ici, introduction du 1er janvier, l'anno Domini est basé sur la naissance de Jésus. On a en concurrence le fameux calendrier perse de Marc Khayyam, dont je vous ai également parlé. Les tables et observations, là, on avait un petit souci, puisque je vous avais fait la remarque qu'il y avait des dates un peu contradictoires dans les travaux d'Alphonse du Portugal et de Pierre d'Ailly, puisqu'ils affichaient à la fois un jour tous les 136 ans, qui était la dérive de l'équinoxe qu'ils avaient certainement observé en tant qu'astronomes, et une dérive de l'équinoxe qui est apparemment calculée, qui était d'un jour tous les 108 ans, et qui est évidemment fausse. Et moi, j'avais cette problématique, c'est qu'en fait, ces dates que je proposais pour Alphonse et Pierre Dailly, donc, ce sont en partie calculées par rapport au concile de Nicée, mais que moi, j'avais daté après ces personnes. Donc, on a une possible édition de leurs travaux postérieurs, qui ferait qu'ils n'en auraient pas parlé à l'époque, ou alors on a des choses assez curieuses qui sont liées en fait à des calculs différents qu'on aurait réutilisés par la suite pour dater Nicée, notamment Pierre Dailly,
donc retrouve cette valeur de 108 à partir de sa datation de Jules César. Alors, Alphonse, par exemple, avait noté que l'équinoxe moyen était le 13 mars. Pierre Dailly, lui, proposait le 11 mars. Donc, 8 jours de dérive depuis Nicée pour Alphonse, puisque l'équinoxe à Nicée est le 21 mars. 10 jours pour Pierre Dailly. Cet Alphonse, donc, il vit au XIIIe siècle, comme Albert le Grand, donc a autant de jours de dérive que chez Théophile de Césarée au IIIe siècle, 10 siècles plus tôt, c'est très curieux. Roger Bacon, qui fait des propositions un peu similaires, c'est 9 jours de dérive. Pierre Dailly, qui lui vit au XVe siècle, donc a une proposition qui est similaire à celle d'Anatole, qui lui vit au IIIe siècle, qui a également 10 jours de dérive. Tout ça est très curieux. Et d'ailleurs, on s'arrache les cheveux, puisque à lire Fomenko, en fait, il y a eu énormément de dates qui ont été proposées pour le concile de Nicée, parfois 725, 525, pour finalement s'accorder sur 325, dire dans quel ordre ont été proposées ces dates et par qui. Alors, pour rappeler que Pierre Dailly ne connaît pas le concile de Nicée, lui, il attribue le cycle de 19 ans à Jules César. Il l'a dit comme ça. Donc, c'est seulement en 1627 que Denis Pétot va créer l'Anno Domini. Déterminer que Jésus est mort le 25 mars, il y a 1627 ans. Voilà, et lui a proposé une datation du concile de Nicée en 532, c'est-à-dire à la fin du premier cycle. Je ne sais pas pourquoi cette date n'a pas été gardée par la suite. Lui aurait constaté, enfin, on aurait constaté 1080 ans entre la date de Nicée et la date d'écriture de Pierre Dailly. Ce qui fait que l'erreur solaire calculée aurait été d'un jour tous les 108 ans. Et les éditions de Pierre Dailly auraient été ensuite corrigées à partir de ce chiffre proposé. Voilà, alors ça nous a permis, une fois Nicée datée en 325, deux datiers Pierre Dailly en 1411 avec la dérive qu'on avait déjà calculée, et Denis a été, lui, daté en 532 par la suite. Alors, on n'en a pas tout à fait fini. Pierre Dailly, lui, il croit que Jules César a créé le nombre d'or à la conjonction. Donc, il est paniqué, il trouve, mais c'est 4 jours trop tôt, là, voilà, c'est, ces nouvelles lunes arrivent 4 jours trop tôt, donc ça a dérivé de 4 jours, et comme ça dérive d'un jour tous les 312 ans, César a donc créé son calendrier il y a 1458 ans. Alors évidemment, c'était faux, le cycle de César commence au premier quartier et non pas à la conjonction, donc c'est à cela qu'était liée l'erreur. Euh, et ça a entraîné que Pierre Dailly aurait donc daté le calendrier de Jules César en 47 avant Jésus-Christ. L'équinoxe légal va être par la suite transféré du 25 au 21 mars au concile de Nicée. On a donc observé 4 jours de dérive solaire, donc 4 fois 108 égale 432 ans. Et donc, Nicée a été daté en 325 à partir de la date proposée du calendrier de César. Et Nicée, en 325, en fait, ça satisfaisait aux deux conditions. Ça permettait d'avoir l'équidistance entre la bonne distance entre la date de création du calendrier de César et la date d'écriture de Pierre Dailly. L'étape d'Alphonse du Portugal. Alors lui, il aurait daté Nicée en 725. C'est une date qui est d'ailleurs donnée par Matthieu Vlastard, mais il en propose plusieurs, comme quoi. Par la suite, donc Nicée est alors redatée en 325, donc 400 ans plus tôt. Et ben, les tables d'Alphonse ont été reculées donc au XIIIe siècle pour garder une espèce de cohérence avec les dérives proposées.
Je dirais pas que c'est définitif, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de travail à faire sur le sujet. Tout ça, c'est un début de proposition. On n'a pas tout à fait finalisé. Alors, j'avais aussi donc mentionné qu'on avait des auteurs comme Kepler, comme Mazzat au XIXe siècle, qui avaient proposé quelles étaient les années bissextiles qui avaient été ajoutées depuis Auguste. Bon, les années bissextiles, ça nécessite le calendrier julien. Donc, ce que je suggère, c'est que ces propositions apparaissent après 1627 et le calendrier de Denis, et que l'Auguste dont on parle serait plutôt Charles Quint, parce que les Augustes antérieurs, Constantin par exemple, ne devait pas les connaître. Kepler notamment, dont la proposition est soi-disant datée de 1614, nous on avait montré qu'il était probablement antidaté d'une bonne cinquantaine d'années par rapport aux travaux de Tycho Brahe. C'est que ça serait cohérent avec son astronomie. J'avais fait une petite erreur sur les dates officielles pour ce qui concerne le concile de Chalcédoine, que j'avais daté en 381. Alors 381, c'est la date du concile de Constantinople. Le concile de Chalcédoine, c'est 451. Voilà, bon, ça n'a pas beaucoup d'importance puisque ce sont des dates fausses. Pour proposition, le concile de Constantinople, ce sera ce qu'on appelle, nous, le concile de Constance, 1614-1618, donc qui a lieu en même temps que le concile d'Arles, qui est daté en 314 et attribué à Constantin. Et le concile de Chalcédoine, nous on l'avait proposé en 1620, c'est-à-dire entre le concile de Constance et la date proposée pour le concile de Nicée qui était 1625. Alors, ce qui nous avait été montré par Olivier de Solan, c'était la lettre de Pascasius au pape Léon. Les Romains fixent la date de Pâques le dimanche entre la lune 14e et la lune 21e sans utiliser le compute juif. Alors, ce qu'on avait donc signalé, c'est que depuis les conciles de 1612-1613, les Juifs suivent l'équinoxe vrai, alors que les chrétiens utilisent une date biblique où l'équinoxe est fixé au 21 mars et pas au 11 mars. S'il y a une pleine lune entre les deux, alors la pleine lune de la Pâque chrétienne va être la suivante. Il y aura un mois de décalage entre le calendrier juif et le calendrier chrétien, ce qui fait dire à Bède le Vénérable, certaines années, la Pâque chrétienne a un mois de retard. Lettre de Protérius à Léon, qui était l'évêque qui avait présidé au concile de Chalcédoine, donc, il lui dit que nous, on a déterminé que l'équinoxe avait lieu le 25 du mois de Faminote. Donc Faminote est un mois égyptien, et le 25 Faminote, c'est l'équinoxe légal des Égyptiens. Ce qui signifie que les Égyptiens sont probablement assez proches des Occidentaux en ce qui concerne la lecture des ouvrages bibliques proposés à cette époque. Le terme romain qui a été proposé ici, là, les Romains fixent la date de Pâques entre la lune 14e et la lune 21e, désignerait plutôt les Russes, les Grecs, en fait, c'est voilà, par rapport aux Égyptiens. Quand ils disent ils ne suivent pas le calendrier, le compute juif, en fait, le calendrier est bien le calendrier juif, mais leur compute pascal ne l'est pas. Puisqu'évidemment, l'équinoxe maintenant a 10 jours de décalage, et Pâques est fixé le dimanche et non pas à la pleine lune. Je m'étais amusé à voir qui pouvaient être tous ces évêques de Rome dont on parle, parce qu'ils ont tous des correspondances avec des empereurs du Saint-Empire. Je vous avais dit que l'évêque Victor était probablement la même personne que l'évêque d'Alexandrie qui s'appelle Démétrios, que j'avais identifié à Démétrios Nicator, qui a la même signification en grec que Victor en latin, c'est le victorieux, et qui pour moi était le tsar Dimitri qui aurait vécu entre 1605 et 1625, et que Fomenko lui identifie à l'empereur romain Constantin. L'évêque de Rome que Eusèbe de Césarée appelle Pie, par exemple, qui est antérieur à Victor, lui aurait correspondu à l'empereur Maximilien Ier du Saint-Empire, qui est surnommé Pius, voilà donc Pie, et qui donc est empereur entre 1593 et 1620, j'ai décalé d'un siècle, et qui correspond dans l'ouvrage d'Eusèbe de Césarée
et dans l'Antiquité romaine à l'empereur romain Maximien, qui vit au IVe siècle et qui est on va dire, un rival de Constantin. Donc ça, on est dans les mêmes eaux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du Saint-Empire, on a tenté et dans l'histoire russe aussi d'ailleurs, on a tenté de faire disparaître l'existence de ce Dimitri, puisqu'on passe directement pour le Saint-Empire de Maximilien à Charles Quint. Quand il commence à régner en 1620, je pense qu'il y avait Dimitri entre les deux. Euh, alors, le pape, évidemment, n'étant ni Pie ni Victor, en fait, c'est le pape de Constantin qui préside au concile de Nicée et il s'appelle Sylvestre. Alors après, donc Maximilien et Dimitri, donc arrive Charles Quint. 1625, c'est la date transformée ce qu'on appelle le sac de Rome, qui est daté en fait de 1526, mais le décalage d'un siècle, l'inversion des 5 et des 6. Et le sac de Rome par Charles Quint, c'est la perte de Constantinople, et ça correspond également à la destruction du temple de Jérusalem avec 1555 ans de décalage, le chiffre habituel qu'avait trouvé Chronologie 2.0. Alors, ce que nous avait dit donc Jordan Tabov, ce récentiste bulgare, le pape de Rome Léon est très souvent appelé Salomon. Eh bien, parce que ce Léon et Salomon, c'est l'empereur perse Solyman le Magnifique, donc 1656, qui est le même que Charlemagne, qui est le même que Charles Quint. On nous dit, dans l'histoire occidentale, que le pape Léon III aurait sacré Charlemagne, le pape Léon X aurait sacré Charles Quint à Aix. Probablement, ce n'étaient pas des papes, c'était des empereurs. Quant à l'empereur Martien, avec lequel donc le pape Léon, pape latin Léon, aurait pris langue pour connaître la date de Pâques au concile de Chalcédoine, il pourrait s'agir de l'évêque Marcion d'Alexandrie, qui est un célèbre gnostique. Et ça signifierait peut-être que Soliman, Charlemagne, aurait adopté alors le calendrier égyptien contre l'usage de Nicée, qui était effectivement d'utiliser plutôt le calendrier juif avec les modifications apportées par la chrétienté. Alors, le parallélisme qui montre bien qu'on a effacé le règne de Dimitri. Non seulement Maximilien est placé juste avant Charles Quint, mais Maximien est également placé juste avant Constantin. Mais on a tenté de faire en sorte que Constantin soit assimilé à Charlemagne en proposant la donation de Constantin, qui est plus ou moins la même que la donation de Charlemagne, qui intervient on va dire 500 ans plus tard et qui fait en quelque sorte que la confirmer. On dit que les jésuites fondés en 1534-1634 sont les alliés de Charles Quint, qui défendaient une conception impériale et universelle de l'Église catholique. Eh bien, c'est assez curieux parce que les jésuites, ils ont des symboles tels que l'IHS, tels que le Kyro, qui sont exactement les mêmes que ceux de Constantin, qui introduit également une église impériale au sein de l'Empire romain en 325. Donc moi, ce que j'aurais tendance à penser, c'est que les jésuites sont plutôt des alliés de Dimitri que de Charles Quint, qui me paraît plutôt, on va dire, un fondateur des traditions islamiques. Alors, ici, on entre un peu dans la spéculation. J'avais Alexandre Farnèse qui aurait pu correspondre à Saul, gouverneur des Pays-Bas espagnols. Maximilien, ce serait David. Dimitri, ce serait Adonias, donc le premier fils supposément de David. Euh, et donc Soliban, donc Salomon, ça aurait été donc Charles Quint, qui aurait été le roi suivant, qui aurait qui se serait débarrassé d'Adonias. Et en fait, on le retrouve un petit peu
dans les traditions historiques, dans le récit historique, puisque le sac de Rome et la profanation de Saint-Pierre en 1526 donne lieu un siècle plus tard à une nouvelle consécration de Saint-Pierre, exactement 100 ans après. En 1626, à quoi ça correspond, la consécration de Saint-Pierre? Possiblement à un partage, c'est-à-dire que, on aurait eu le temple de Salomon. Fomenko nous dit que c'est Hagia Sophia, donc Sainte Sophie à Istanbul, puisqu'il a fait des comparaisons architecturales entre les descriptions bibliques et donc cette basilique Sainte-Sophie. Et peut-être l'apparition à Rome de ce qu'on appelle, nous, la basilique de Constantin, qui est datée du IVe siècle, mais qui évidemment n'est pas de là, hein, avec donc un partage du monde entre deux églises. Et donc, d'un côté, l'islam de Salomon et le catholicisme romain des Occidentaux. Donc, j'avais fait des petits parallélismes intéressants. Germanicus et César étant les personnages principaux, peut-être assimilables, peut-être que c'est la même personne. Ils portent le même nom, hein, ils font les mêmes choses à peu près, puisque Germanicus s'appelle Jules César, Gaius Julius César, et Jules César était également actif en Allemagne, donc beaucoup de similitudes. Germanicus naît en 14 avant Jésus-Christ, ça correspond pour nous à 1556. 1572, la mort de César, apparition de Vénus dans le système solaire, ce serait pour nous l'année 1. Mort de Germanicus à 33 ans, ça correspondrait pour nous à l'année 1589, qui est donc l'année 19 après la mort de César. Et après ça, peut-être une petite bascule qui expliquerait des incohérences de calendrier d'environ 14 ans. On aurait basculé entre un calendrier basé sur César et un calendrier basé sur Germanicus, puisque de 19, on serait passé directement en 33. C'est parfaitement apparent d'ailleurs dans les ouvrages de Flavius Joseph, où il ne se passe rien entre 19 et 33. 1597, expulsion des Juifs d'Avignon correspond à l'expulsion des Juifs de Rome sous Claude. Euh, c'est Clément VIII et Henri IV qui expulsent les Juifs d'Avignon. Ça peut correspondre à Clément de Rome et Agrippa sous l'empereur Claude. La prise de Moscou par Dimitri en 1605, c'est à nouveau l'expulsion des Juifs de Rome. La mort de Jacques Ier d'Angleterre en 1625 correspondrait à la mort de Jacques le Juste en 62. Le sac de Rome, profanation de Saint-Pierre, à la destruction du temple de 70. Et là, en fait, on est vraiment sur des parallélismes assez clairs, hein. Évidemment, tous les événements ne le permettent pas, mais là, on a vraiment quelque chose de bien solide. Alors, je m'arrête là. Une prochaine fois, moi, ce que je vous propose, c'est de faire une présentation plus approfondie sur ce qu'a présenté Fomenko, parce on m'oppose souvent ce qu'a écrit Fomenko, mais il faut bien être conscient de ce qu'il a écrit pour savoir ce qu'il apporte réellement et ce sur quoi on ne doit pas le suivre, parce que c'est loin d'être son meilleur chapitre, les calendriers. Je vous remercie.